Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir le parcours inspirant de femmes lumineuses pour cheminer ensemble. À travers leurs histoires, mes invités partagent leurs déclics pour que vous puissiez transformer votre discours intérieur. Je m'appelle Amy, j'accompagne les femmes dans leur communication de l'intérieur vers l'extérieur. Ma mission est de vous reconnecter à votre lumière pour que vous puissiez communiquer avec fierté. Anaïs Larry, jeune autrice de 29 ans, a toujours été animée par une passion profonde pour la lecture et les mots depuis son plus jeune âge. Elle débute très jeune sur Skyblog et développe une communauté de plusieurs milliers d'internautes en partageant ses écrits. Par la suite, lorsqu'elle a ouvert son compte Instagram, elle a su transmettre sa positivité et sa joie de vivre à travers des écrits colorés ornant de délicates peintures à l'aquarelle. Elle se livre dans ce podcast et vous raconte son histoire touchante et romantique à son image. Voici sa mise en lumière. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, alors moi je m'appelle Anaïs Larry, j'ai 29 ans depuis quelques mois. J'ai un parcours assez atypique, on va dire, parce que j'ai commencé mes études supérieures en étant en éco-gestion. J'avais fait ça un petit peu sans réfléchir parce que je trouve qu'au lycée on n'était pas trop conseillé, aiguillé, etc. Donc j'avais choisi ça comme ça et je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Enfin, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai fini par atterrir dans la com. Et pour le coup, quand j'ai découvert la com, parce que c'était quand même en 2014-2015, je me suis rendu compte que j'en avais fait toute ma vie sans le savoir et que du coup, c'était complètement logique que je finisse dans ce domaine-là. Et depuis, du coup, je travaille dans ce secteur-là, donc la pub, la com. Et à côté de ça, j'ai ma page Instagram depuis 2018 où je partage mes écrits, quelques illustrations et quelques pensées que j'écris un peu régulièrement, parfois qui sont un peu plus vieilles. J'ai un peu plein de notes dans mon ordinateur et mon téléphone. J'ai commencé ça en 2018. Ouais, merci pour cette belle présentation. Tu nous as fait un peu une autobiographie en même temps. On va rentrer un peu plus deep dans chaque passage de ta vie et chaque moment clé. Est-ce que tu peux te présenter maintenant sans forcément te définir en genre, nombre, métier, et cetera? Est-ce que tu es sensible? Est-ce que tu es plutôt, dynamique? Est-ce que tu es cyclique? Est-ce que tu es une femme? Qui es-tu? Alors moi, je suis quelqu'un de très, ce qu'on me dit souvent, en tout cas mon entourage et ma famille, c'est que je suis très douce. Je vais pas aller au conflit, je suis toujours un peu présente pour ceux qui en ont besoin dans mon entourage. J'ai besoin de, c'est pas j'ai besoin, mais j'aime bien être là en fait quand on a besoin de moi. J'aime bien répondre présente, toujours avec douceur. Donc je vais jamais chercher le conflit. Je suis très délicate. Ouais, je suis pas une fausse calme, mais si on me pousse à bout, je peux m'énerver. Donc j'ai mon petit caractère de taureau, mais en vrai, je suis quelqu'un de très dynamique aussi. J'aime bien sortir. Enfin, les voyages, les sorties, c'est quand même hyper important parce que c'est là où je rencontre du monde, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, et j'aime bien m'enrichir de tout ça justement. Je suis une femme plutôt rigolote aussi. Je fais pas mal rire mes amis. Donc ouais, je me prends pas la tête. Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Alors avant, j'avais toujours peur de l'avenir, qu'est-ce que je vais faire, etc. Là, non. Je me pose pas de questions. J'aime bien prendre mon temps et me concentrer un peu sur le présent au lieu de toujours flipper pour le futur. Je prends les choses comme elles viennent. Tu vois, au début, tu parlais de la famille et je me disais: «Bon, allez, soit signe d'eau, soit taureau». Ouais. J'ai une de mes meilleures amies qui est Ah, taureau et c'est oh, vraiment sens de t'as- la famille et après tu m'as parlé du monde extérieur et je me suis dit: «Non», donc même si elle est quand même un peu dans sa bulle à travers ce qu'elle partage, non, elle a vraiment un sens, extraverti, tourné vers le monde, se nourrir, ouais. de ce qui l'entoure, donc elle est pas forcément signe d'eau et tu nous as dit taureau, donc ça correspondait bien. Taureau et ascendant cancer. Ah, mais c'est pour ça, OK. Ah Voilà, oui, tu as un bel équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. c'est vrai. Tu as Ouais. en face de toi une cancer ascendant cancer, donc je connais bien. Oui, grave, c'est vrai. Alors, pour revenir justement sur ce qui t'inspire et ton développement, maintenant on comprend un peu plus comment tu fonctionnes par rapport au monde, tu vois, où tu te positionnes en tant que personne et comment tu nourris ta créativité, etc. Si on retourne sur ton enfance, dans quel environnement, dans quel terreau fertile as-tu grandi? Alors, j'ai grandi déjà en Algérie. En fait, je suis née à Paris et tout de suite après, je suis rentrée en Algérie parce que c'était les années noires à cette époque-là. Moi, je suis née en 94, donc ma mère, elle était encore étudiante ici et enfin, c'était pas possible d'accoucher en Algérie dans ces conditions. Du coup, je suis restée là un mois après ma naissance, je suis rentrée et du coup, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Donc, j'ai fait collège et puis à partir de la quatrième, je suis rentrée au lycée français d'Alger.
Et à partir de là, bah, j'ai eu mon bac et je suis venue en France à mes 18 ans, pour finir mon cursus, scolaire, enfin supérieur, commencer mon cursus supérieur. J'étais plutôt, bien entourée, très, 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 enfin dans une bulle un petit peu parce que oui, forcément on a vécu des choses pas très, très faciles, enfin surtout mes parents parce que moi je m'en rappelle pas, j'étais trop jeune, mais ils étaient toujours en train de nous protéger, c'était école, maison, des fois on voit les amis et surtout la famille. J'avais beaucoup de proximité aussi avec mes cousins, mes cousines et ma grand-mère. On se voyait très 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 souvent. Mon grand-père aussi. Du coup, c'était très 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 famille, un petit peu un cocon où j'étais un peu protégée d'ailleurs du monde extérieur. Et j'ai découvert le monde quand je suis venue à 18 ans en réalité, parce que je devais m'occuper de tout, de la paperasse, de toutes ces choses que j'avais jamais fait en fait. Et comment tu as vécu cette transition peut-être un peu chaotique et choquante du coup, puisque tu pars d'un cocon très familial où tu es surprotégée comme tu nous le dis, à nouveau pays, nouvelle culture. Franchement, j'étais très contente de venir en France parce que j'ai toujours eu un petit peu une attache, surtout avec Paris, parce que je suis née à Paris. Donc je me suis dit, c'est cool, je suis née là, je vais pouvoir découvrir la ville où je suis née. Mais quand même, c'était très compliqué parce que déjà me séparer de mes parents et mes sœurs, je suis l'aînée en fait, on est quatre filles. Du coup, j'ai mis franchement plusieurs semaines à me remettre de la séparation. Forcément, on est H24 ensemble, donc la séparation, elle est un peu compliquée. Après, ce qui est cool, c'est que je suis venue avec mes amis du lycée. Donc j'avais toujours mes amis un peu à côté de moi et quand on avait besoin, on se voyait, etc. Ça m'a aidé. Mais au début, c'était très très compliqué. Donc mon père est venu m'accompagner pour tout ce qui était administratif, création d'un compte bancaire, etc. Parce qu'au début, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Et du coup, une fois qu'il m'a lancé, après, pour le coup, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai appris dans le tas. Bon, j'ai eu quelques mésaventures aussi, mais j'ai quand même, je m'en suis sortie. Et tu nous disais au tout début du podcast que tu es partie sur un cursus éco-gestion, parce que Ouais. sans vraiment le savoir, il fallait se jeter dans le bain et dans quelque chose. Comment tu vis cette partie de ta vie qui n'est pas en adéquation finalement avec la personne que tu es? Est-ce que tu te rends compte sur le moment? Est-ce que tu sens que tu es complètement désaligné? Ou au contraire, tu te dis, bon, bah, ça doit être ça. Commencé au début, je me suis dit, bon, les cours, il y en a certains qui me plaisent pas mal parce que ça restait un petit peu de la culture générale, etc. Dans ce qui concernait l'économie en tout cas. Dès qu'on a commencé à rentrer dans le détail, donc tout ce qui était microéconomie, donc tout ce qui était mathématiques, moi les mathématiques, ça a jamais été mon dada. Et j'ai vu qu'en fait, malgré mes efforts, malgré toutes les révisions que je faisais, ça marchait pas. Donc moi, je l'ai vécu. Quand même, sur le coup, je l'ai vécu comme un échec parce que je voulais absolument avoir ma licence et ensuite passer en com. Mais j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû dès le départ en fait changer de cursus et ne pas rester. Bon, en plus, j'étais à l'université, donc l'université pour moi c'était un peu un choc aussi parce qu'on était 300 en amphi. On peut pas vraiment poser de questions parce que voilà, le prof il a 300 élèves devant lui. C'était pas assez, je trouve. Il n'y avait pas un lien de proximité. Donc forcément, on se sent un peu tout seul. Et c'était très très compliqué pour moi. D'ailleurs, j'ai redoublé deux fois. Et après, j'en ai eu marre et j'ai eu des soucis. Bon, je sais pas si je devrais en parler. Ça, j'en ai jamais parlé sur ma page non plus. Nous, en tant qu'Algériens, il y a des accords franco-algériens après la guerre, etc. Les accords d'Évian. Et en fait, dans les accords, on a le droit de redoubler deux fois et de changer de cursus une fois. Et moi, j'avais dépassé le quota, donc j'ai eu des soucis avec l'administration, bah, la préfecture. Donc c'était un événement hyper traumatisant pour moi, parce que ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai décidé de changer définitivement de cursus pour faire de la com, j'ai quitté Paris pour rester à Nice pendant 2 ans. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait une école de com, j'ai adoré. Les profs étaient juste exceptionnels. Même ceux que j'ai rencontrés là-bas, j'ai beaucoup appris de mon entourage et j'ai réussi. Et je me suis dit bon voilà, maintenant j'ai mon diplôme, je sais ce que je veux. Donc je retourne à la préfecture de Paris, je me réinstalle à Paris pour mon master et en fait je me suis fait très 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 mal accueillir. Enfin, c'était vraiment atroce parce que je sentais les choses. Et en fait, quand je suis arrivée à la préfecture avec mon dossier complet, mes réussites, tout, bah le premier, l'agent du guichet, en fait, à l'entrée, il veut même pas consulter mon dossier. Il me dit juste, oui, alors toi, t'es censé être parti depuis 2 ans déjà. Donc je dis rien. Il me prend ma carte de séjour qui était périmée. Il revient vers moi. Il me dit maintenant, tu me donnes ton passeport. Donc je lui donne mon passeport. Par contre, je regarde mon père. Il y avait mon père et mon avocate. Mais franchement, c'était mon père, mon avocat ce jour-là. Je lui ai dit oui, s'il m'a pris mon passeport, c'est qu'ils vont appeler les flics. Et je l'ai senti. Et en fait, il nous dit d'attendre juste en face du guichet. Et là, j'entends un talkie-walkie derrière moi. Donc je me tourne et je vois trois flics.
une femme et 2 hommes, et ils disent, «Oui, vous nous avez appelés, c'est pourquoi?» et cetera. Donc moi, je regarde mon père, je me décompose et je lui dis: «Je peux pas rester là». Donc je me suis enfuie, j'ai quitté la préfecture. Je sais même pas où enfin, je sais même pas comment je faisais pour marcher. Je sais pas où j'allais, mais en tout cas, je suis sortie. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il venait vraiment pour moi, parce que mon père est resté sur place. Et il m'a dit oui, ils sont partis voir la préfète. Je l'appelle comme ça. Ils sont ressortis et ils ont appelé ton nom. Il m'a dit donc je suis allée les voir et je leur ai dit oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils m'ont dit bon, écoutez monsieur, elle est majeure, on peut pas vous parler à vous. Faut qu'elle revienne ici, tu vois. Mon père, il me rappelle, il me dit viens, fais-moi confiance. En fait, comment ça s'est passé quand j'étais pas là? C'est que les flics, ils ont dit à mon père, oui, elle est née à Paris, vous aviez qu'à lui faire ses papiers français, elle aurait pas eu tout ce tralala. Mon père, il a dit, franchement, si j'avais su, enfin, on n'en serait pas là, mais là, on est là, voilà, il n'y a pas d'autre moyen, je peux pas refaire ce qui s'est passé, quoi. Et du coup, mon père, il dit, c'est simple, si vous l'emmenez, mon père, c'est un petit rigolo, hein. Si vous l'emmenez avec vous, je ne sais où, vous m'emmenez avec elle, et il faut un carrefour entier pour me nourrir, hein. Donc, je pense qu'ils se sont un peu détendus là. Et il y a la préfète du coup qui sort et qui dit oui, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, pareil, elle dit à mon père oui, elle est née à Paris dans le 14e et c'était la préfecture du 14e et les flics du 14e du coup. C'est dommage parce qu'elle aurait pas à faire tout ça normalement, etc. Mon père, il dit oui, bon, on n'en est pas là. Là, je vous demande juste de regarder son dossier parce que, ok, elle a fait une erreur auparavant, mais là, elle réussit très bien. J'ai eu mon diplôme avec félicitations du jury, donc voilà, faites un petit effort, lisez quand même ce qu'on a apporté. Et là, le flic, il dit à mon père, écoutez, dites-lui de revenir, il va rien se passer. Et il a pris à partie toute la salle, donc tous les étudiants, tous les gens qui étaient au guichet, etc. Il a dit, voilà, j'ai dit à ce monsieur que j'emmènerai pas sa fille, vous êtes tous témoins. Donc voilà. Et là, mon père m'a appelé. Il m'a dit, reviens. Donc je reviens. Et là, je me fais accueillir à l'entrée par mon père qui m'attendait et les 3 flics. Et en fait, les 3 flics ont été super gentils. Il y en a ils m'ont tous tendu la main pour me dire bonjour. Il m'a rendu mes papiers directement. Il m'a dit franchement, ça aurait été pas cool pour toi qu'on te convoque au commissariat pour te les rendre. C'est toute une mascarade pour rien. Donc là, au moins, t'es là, on te les remet. Et après, il m'a dit, tu sais, je suis désolée. Enfin, limite, je perds du temps à traquer de vrais, des délinquants. Il m'a dit, toi, t'en es pas une. T'as été une étudiante, t'as rien fait. J'ai pas d'enfants, j'ai des neveux, mais je comprends. Donc il m'a dit désolé si on t'a effrayé. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et pendant tout ce temps-là, il y avait la préfète à côté, mais je savais pas que c'était elle. Et quand elle a entendu le discours, ils sont partis, ils m'ont dit au revoir, les flics. Et elle m'a dit, Anaïs, raconte-moi ce qui s'est passé, ton histoire. Donc je lui ai dit, voilà, j'ai redoublé. Il y a une année où même j'étais hospitalisée parce que j'avais des calculs biliaires, donc on m'a retiré ma vésicule biliaire. Je pouvais pas aller à la fac à ce moment-là. C'était hyper douloureux. Et du coup, elle m'a dit, bon, de toute façon, on a tous droit à l'erreur, on se trompe tous dans notre vie, on n'a pas un parcours tout tracé. Elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais te régulariser ta situation. Et du coup, elle me dit, t'es disponible quand? Je lui ai dit, quand vous voulez. Donc, je suis revenue 2 jours après, à 8h30, et elle m'a vraiment refait mon récépissé, mon titre de séjour, et depuis, tout roule. J'ai fait mon master, je l'ai réussi, les deux, master 1, master 2, et voilà. Du coup, ça c'est bien fini. C'est super émouvant parce qu'en plus, je ressens tout dans le centre émotionnel du plexus et je visualisais la scène et je ressentais ton émotion de je suis Ouais, perdue dans la rue, j'attends juste que mon jugement dernier arrive, quoi, finalement. exactement, exactement, c'était très Et dur. on ressent encore vraiment cette notion de famille, mon père, ce héros, tu vois. Oui. Franchement, oui, il a été là à chaque fois, dans les moments les plus importants, entre guillemets, quand j'étais encore novice. Donc, j'arrive en France, donc je sais pas trop comment ça se passe. C'est lui qui m'a un peu appris. Quand j'avais besoin de lui pour la préfecture, il est resté. Même quand je devais y retourner, d'ailleurs, au rendez-vous où elle m'a régularisé, je lui ai dit, tu restes avec moi. Il devait rentrer à Alger. Je lui ai dit, je suis désolée, mais tu rentres pas, tu restes avec moi et on y va ensemble. Et on est parti ensemble. Après, on était très contents et soulagés. J'aimerais qu'on revienne sur ton rapport à l'écriture, Oui. puisque tu nous dis quand même que tu arrives dans un moment qui est assez bouleversant de ta vie. Au final, tu trouves ton chemin, tu reviens sur Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà présent dans ton adolescence, ta vie de jeune femme, ou c'est vraiment il y a un élément déclencheur, un moment de ta vie, tu vois? Alors, en fait, c'est présent. Je vais répondre aux 2 questions. C'est présent depuis que j'ai 13 ans. Parce que en fait, j'avais à l'époque, j'étais une grande fan de Skyblog
Et j'ai été, Blogstar plusieurs fois avec mon compte, mon blog citation, où je partageais mes écrits, mais aussi beaucoup, beaucoup d'extraits de livres. J'étais passionnée, alors quand j'étais jeune, j'adorais lire et du coup, je me suis dit: «Tiens, avec tout ce que j'ai comme, citations, textes, que j'ai sur mon PC, bah, faudrait peut-être que je les partage». Et du coup, j'ai commencé à les partager, bah, j'avais 13, 14 ans et d'ailleurs, je faisais des nuits blanches à faire mon design de blog. Ma grand-mère et ma mère, elles me disaient: «Mais dors un peu», mais non, moi je découvre Skyblog, j'aime ça. Du coup, j'ai commencé plus à partager des écrits d'auteurs ou qui me parlaient, qui me touchaient et dans lesquels je me reconnaissais, pas mal. Et après, je me suis dit, tiens, en fait, j'aime bien écrire parce qu'à force de lire, forcément, ça éduque un petit peu. On se dit, tiens, j'aime bien ce style de phrase, j'aime bien ce style de narration. Donc, j'ai commencé un petit peu à écrire et à partir de là, ça a commencé. Et le déclencheur, par contre, pour me lancer sur Instagram, parce que je l'avais pas fait, les Skyblog, j'ai arrêté ça en 2014, 12 même, 12 ou 14, parce que la plateforme, elle s'est essoufflée, il y avait plus personne mais j'ai pas continué ailleurs. Donc, par contre, j'avais une page Facebook depuis, je l'avais créée en même temps. Donc, Facebook, j'avais une base d'abonnés qui sont restés là-bas. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage, pourquoi pas continuer? Et en fait, le déclencheur, c'est justement quand j'ai eu mes problèmes de préfecture. En fait, quand j'ai eu le refus de renouvellement de ma carte de séjour, là, je me suis dit, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de positivité, j'ai besoin de me remotiver. Et bizarrement, partager ça sur mon compte Insta, ça me requinquait aussi moi, parce que souvent on me dit merci, ça m'aide beaucoup, etc. Mais franchement, ça m'a beaucoup aidé moi aussi personnellement à rester positive et à ne pas trop sombrer. Du coup, c'était ça l'élément déclencheur. En 2018, j'ai créé la page Instagram. Et au début, donc, tu réussis à ramener ta communauté Skyblog, de par cette page Facebook ou au contraire pas du tout, il y a personne? Comment ça se fait? Ça marche très vite? Comment? Franchement, j'ai mis sur mon blog que j'avais ouvert une page Instagram, donc certains qui y retournaient m'ont retrouvé sur Instagram, ils m'ont même écrit, ils m'ont dit voilà, ouais, je te suivais à fond à l'époque sur Skyblog. Et en plus, c'est des gens qui avaient mon âge, donc à l'époque on avait 14, 15 ans, là on en a 28, 29, donc ça m'a fait trop plaisir de voir tout ça. Certains sont revenus aussi via Facebook. Par contre, j'ai eu, je pense, une base, une grosse base de ma communauté qui s'est faite vraiment. Je pense que le design et peut-être mes écrits les deux en même temps ont touché pas mal de monde parce que j'ai commencé, j'avais bon 0 abonnés et au bout de 6 mois déjà j'avais 30K. C'est parti très 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 vite. D'ailleurs je m'y attendais absolument pas. Moi je faisais ça vraiment pour parce que j'aimais ça et je pensais pas que ça prendrait aussi vite. Et franchement c'est une communauté en plus qui est très bienveillante. On est toujours dans le partage, dans l'échange, dans le soutien. Parfois, il y en a qui se confient à moi. J'essaye moi aussi, ça m'arrive de me confier. Je trouve que c'est hyper bienveillant. C'est le but de la page en fait. Quand les choses sont faites avec le cœur, ça ne peut que prendre parce que tu es dans une optique de je donne pour me faire du bien, tu vois. Donc tu as un effet miroir en face de toi et les gens te le rendent immédiatement. Tu nous disais, je l'ai senti que ça allait tourner vinaigre au moment de la préfecture, etc. Est-ce que tu as une sensibilité, ou peut-être une hypersensibilité ou Je peut-être pense. des dons ou comment tu sens les choses dans ta vie en général? Alors dans la vie en général, c'est bizarre un peu. Je sais pas si j'ai un don ou pas. J'ai jamais, enfin, je sais pas comment faire pour le savoir, mais souvent, oui, j'ai des pressentiments et ça s'avère vrai. Et j'ai même parfois des rêves. Un ex-copain, quand j'étais jeune, bah, il m'a trompée, je l'ai rêvé. J'ai rêvé la chose exactement, enfin pas comme ça s'est passé, mais j'ai rêvé. Quand je lui ai raconté, il était tellement choqué de ce que je disais qu'il a pas pu mentir. Donc c'était assez marrant. Ça commence, souvent comme ça, la connexion, parce qu'en fait, finalement, ton conscient est un peu bloqué puisque tu as accès à ton non conscient, donc qui se lâche complètement la nuit. Il y a pas l'ego ou la rationalité qui vient le dire: «Non mais tu complètement taré, c'est pas possible». Il est en roue libre. Tu parles aussi de rêve lucide, quand tu as conscience que tu rêves et qu'il y a un message, plus important au-delà d'un sommeil, profond, paradoxal, classique, on va dire. Oui. Et tu as aussi des oracles ou des jeux de cartes pour t'aider à te reconnecter à tes rêves. Tu peux aussi tenir je sais pas si tu le fais, un Ouais. journal de rêves. Là, je l'ai jamais fait, mais par contre, c'est intéressant. J'aimerais bien en avoir un. Parce que bon, il y a des fois où je m'en rappelle pas de ce que j'ai rêvé. J'ai juste
des petites images comme ça. Mais il y a des fois où je me réveille juste pour écrire dans mes notes, oui, j'ai rêvé de ça parce qu'il faut que je m'en rappelle après. Bah, Donc c'est déjà un journal de rêve, c'est juste qu'il est, numérique finalement. c'est ça, c'est ça. Mais quand tu ressens le besoin viscéral de noter pour t'en rappeler, c'est que tu sais profondément qu'il y a un message, tu Oui, vois? c'est peut-être pas faux, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça, c'est vrai. Et tu vois, moi, je te parle de journal de rêve, mais c'est aussi dans mes notes parce que c'est mon, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est mon téléphone qui est sur la table de nuit à côté de moi. J'ai juste à tendre même pas le bras, juste l'avant-bras pour l'attraper. Et dans un demi-sommeil, tu vois, les yeux un peu engourdis, j'écris, mais des fois, c'est des mots, ça n'a ni queue ni tête. C'est vrai, quand on se relit, on est toujours, mais qu'est-ce que j'essayais de dire là? Ça n'a aucun sens, mais bon, c'est un peu, l'effet, Mais réveil à moitié. tu n'es pas sans savoir que la mémoire est un muscle qui se travaille. Et donc, au plus tu vas faire l'exercice, au plus tu vas te rappeler de tes rêves. Tu vas développer, tu peux aussi poser une intention avant ton rêve. Tu vas te dire, bon ben, j'aimerais recevoir tel message sur telle situation. Par contre, il faut pas le faire n'importe comment, il faut poser un cadre très Mmh. défini, savoir où on est, avec qui on est, comment ça se passe. Voilà, parce qu'après, bon, OK. on va pas développer sur ça, c'est pas le sujet du podcast, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les rêves Oui, et pas forcément des bonnes. Voilà. oui, c'est vrai, ça je suis d'accord. Donc il faut vraiment tout cadrer dans la lumière pour être protégé et passer une belle nuit. Oui, Sinon, on oui, fait des sinon cauchemars. exactement et ça non. La magie opère, tu crées une communauté qui te ressemble, qui est très bienveillante. Oui, Et qu'est-ce qui se passe avec ce compte Instagram? Est-ce que tu me dis que tu travailles dans la com, donc oui. finalement tu en fais pas un métier, tu te dis que vraiment que c'est un hobby, c'est quelque chose on the side. Oui. Est-ce que ça va prendre plus d'ampleur par la suite et comment? Alors oui, après ça a pris plus d'ampleur parce qu'au début je partageais en fait j'écrivais des mots sur des peintures aquarelles que je faisais moi-même et j'écrivais par-dessus et j'essayais toujours de trouver un joli fond, fleuri, ou une jolie porte en bois et cetera, qui fasse bien ressortir l'écriture et la peinture. Et puis après j'ai arrêté parce que, enfin, je suis revenue à Paris, Paris il fait pas souvent beau, il fait beau qu'en été et surtout j'avais pas le temps parce que bon, entre mes études, que je devais terminer avec mon mémoire, etc. Plus je travaillais, je cherchais à commencer à travailler. Donc je me suis dit, bon, j'ai eu une petite pause quand même de cette page. D'ailleurs, j'ai perdu pas mal d'abonnés. Je crois que j'avais 150 000 et je suis descendue là à 139 000 pendant les 2 ans où j'ai pas trop partagé parce que c'était le Covid et le Covid, disons que je l'ai vécu un peu dans ma bulle, mais dans la vie réelle, pas, je voulais plus être sur les réseaux sociaux. J'avais fait un rejet des réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, là, j'ai besoin d'une pause. Ça fait des années que je suis dessus, entre Skyblog, Facebook, Instagram. Et du coup, j'étais beaucoup avec mes amis. Souvent, c'est l'inverse, tu vois, il y a beaucoup de projets, passions qui sont nés pendant le confinement de ce besoin de partager, de te connecter aux autres, d'établir un lien, etc. Et toi, ça a été l'inverse. J'ai vraiment ressenti le besoin de faire une pause, de me concentrer en fait sur la vie réelle. Et du coup, j'étais souvent avec mes amis. Même, je sais que bon, parfois on n'avait pas on avait le couvre-feu, mais moi j'avais une copine qui habitait au bout de la rue. Bah, j'allais la voir et je restais avec elle. On échangeait, on parlait. Et puis, on connaît jamais les gens à 100%. Dans ces moments-là, justement, on s'est beaucoup plus dévoilé parce qu'on n'avait personne à voir, nos familles n'étaient pas là. Donc forcément, bah, on se dévoile, on se confie. C'était un peu comme une thérapie de groupe parce que chacun avait des soucis à régler avec lui-même, chacun avait envie d'évoluer. Et en plus, c'est une période aussi, je trouve, où tout le monde s'est remis en question. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu parce que, en fait, tous ceux, par exemple, moi, j'ai jamais aimé le salariat et je m'en suis rendu compte pendant mes stages. Je me suis dit, moi, enfin, dans le salariat, je vais pas m'en sortir, je vais pas être heureuse. Donc, il faut que je trouve une solution. Et du coup, pendant le Covid, j'y ai réfléchi et je me suis dit, il faut que je me lance en freelance. Vu que j'aime la com, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je me suis concentrée là-dessus et j'ai eu une opportunité. Donc, j'ai trouvé des clients où je m'occupe, en fait, soit je les forme pour justement maîtriser les réseaux sociaux. Ou sinon, je gère carrément leurs réseaux sociaux, je les rencontre pour les filmer et leur faire des photos pour que ça fasse du contenu. Et au final, j'ai toujours fait ça parce que même avec mes blogs, c'était je cherchais les contenus, les visuels. C'est pour ça que je disais au début, oui, en vrai, j'ai toujours été baignée dans la com. Je m'en suis juste pas rendu compte parce que j'étais trop jeune. Donc après, je me suis lancée et forcément, mon envie est revenue de partager vraiment régulièrement en septembre 2022. Je me suis dit, ouais, ça fait longtemps, ça me manque aussi de partager, d'échanger.
et je me suis dit: «C'est trop dommage de juste parce qu'il y a eu le covid et qu'il y a eu des plein de remises en question, que je me suis faites, de laisser tomber ça comme ça», tu vois? J'ai même sorti mon deuxième livre, en mars 2023, donc je suis plutôt contente. On parle de j'ai fait une Ah pause, j'ai perdu 30 000 abonnés et après je reviens. ouais. Septembre 2022 et là tu me dis mon deuxième livre, mais quand a été ton premier livre? Comment ça s'est fait et cetera? Alors mon premier livre, je l'ai sorti en 2019. De janvier à décembre, j'ai travaillé dessus, à fond, et en fait, je m'étais dit que j'allais faire une pensée par jour. Donc le livre, il est daté du 1er janvier au 31 décembre. C'est style poésie, pensée, même parfois c'est des textes en fait, parce que des fois j'ai besoin d'écrire et c'est forcément un peu plus long qu'un poème. Et j'ai ajouté aussi quelques petites illustrations quand j'avais envie d'illustrer, ce que je disais. J'étais très contente parce qu'il a été bien accueilli. J'avais beaucoup de bons retours, donc j'étais, vraiment contente. Pourtant quand je le relis aujourd'hui, je vois que j'étais très jeune, j'avais 23-24, donc j'étais assez jeune, alors que maintenant j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai pas forcément les mêmes réflexions, mais ça me fait toujours quelque chose de relire tout ça, parce que c'est quand même une partie de moi. Bah Euh, oui, on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais du coup, ça te fait comme une petite, thérapie à toi aussi, de voir ton évolution, oui, voir, comment tu pouvais penser à ce moment-là de ta vie et comment tu le penserais aujourd'hui et cetera. Est-ce exactement. que c'est une maison d'édition qui t'a, trouvée sur Instagram ou comment ça s'est passé? Non, non, pas du tout. En fait, moi, depuis le début, j'ai commencé avec Amazon KDP, parce que c'est une plateforme en fait où on a juste à faire en fait, ben, créer le PDF avec nos textes, nos illustrations, etc. et créer notre propre couverture. Donc c'est moi qui l'avais faite. Et en fait, il faut juste les importer sur la plateforme et après Amazon s'occupe d'imprimer mais à la demande. Donc si il y a pas de commande, ben il y a pas de stock. Et dès qu'il y a une commande, ben Amazon fait le livre et l'envoie directement. Et je suis passée par là, pourquoi? Parce que bah, les maisons d'édition, déjà j'avais vu pas mal, bon pas tout de suite, hein, c'est en discutant avec une personne que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est sur Instagram aussi et qui écrit, et qui m'a dit oui, les maisons d'édition, en fait, finalement, comme elles payent des loyers, etc., forcément, bah, les revenus de l'auteur ne sont pas conséquents. En plus, ils payent, je crois, 2 fois par an. Amazon, bah, j'ai sorti mon livre en décembre. Le premier versement que j'avais reçu, c'était en février, parce que c'est toujours décalé de 2 mois. C'est moi qui fixe ma marge, c'est moi qui définis, en fait, si le livre me convient, parce que j'imprime, enfin, je demande à Amazon de m'en envoyer un exemplaire, et du coup, je vois si tout va bien, etc. En fait, j'ai le contrôle total, et ça compte beaucoup pour moi. Je sais que dans les maisons d'édition, c'est un petit peu plus cadré, on va dire, alors que là, j'avais besoin de m'exprimer, mais par moi-même, en fait. Donc, ouais, je suis passée par Amazon. Après, je sais que c'est pas tout le monde qui est fan d'Amazon, mais pour le coup, ils ont commencé comme ça. Amazon, ça a commencé avec les livres, en fait, avant qu'ils ne se développent comme aujourd'hui. C'est important de le rappeler, en plus, il a commencé dans son garage et il expédiait des petits colis, Mm. à la main tout seul avec, ses livres. Donc c'est pas du tout, l'image qu'on a aujourd'hui du géant qui, casse le marché, des petites entreprises et cetera. Et ce deuxième livre, il est venu peut-être, comme une suite logique au premier ou au contraire un contre-pied? Comment tu le vois, toi? Ouais, plutôt un contre-pied, et même, enfin, c'était vraiment, je l'ai écrit pendant le Covid, parce que pendant le Covid, même si je partageais rien sur les réseaux sociaux, j'avais quand même toujours mes notes, j'écrivais toujours des choses. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois autour de moi, de ma vie aussi personnelle, de la vie de mon entourage, parce que des fois, je vois des gens qui souffrent ou qui vivent un truc qui est pas facile, et je me dis, tiens, quand je lui parle et que je lui donne des conseils parce qu'il me demande mon avis, je me dis, tiens, ça, il faut que je le note parce que c'est important de le dire. Donc, le 14 février, il a été publié aussi sur Amazon. La Voilà, fête des amoureux, ça. C'était même pas calculé, hein. C'est c'est pour le vrai? coup, ouais. Il y a quelque chose, avec l'amour qui est très intéressant chez toi. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, je suis pas très démonstrative dans la vraie vie, dans la vie tout court. Je suis pas quelqu'un de très câlin, etc. Je suis assez, mais ça veut pas dire que je suis froide ou quoi, hein, pas du tout. C'est juste que je pense que j'ai grandi comme ça. Bah, si on va me faire un câlin, je serai très contente, hein. Mais c'est vrai que moi, de mon plein gré, je vais pas le faire. Mais je suis très attentionnée autrement, pas forcément par les gestes. Est-ce qu'il y a un auteur ou peut-être un livre ou je sais pas, un film qui t'a vraiment inspiré et marqué? Oui, les films, il y en a pas mal déjà. Bon, il y a bon, m'inspirer non, mais qui m'ont marqué en tout cas. Il y a La Ligne verte avec Tom Hanks que j'aime beaucoup. Leonardo DiCaprio, je trouve qu'il est excellent. Il y a Shutter Island qui m'a marqué. Pourtant, je l'ai vu une seule fois
et j'étais assez jeune. Panique évidemment. Ce sont des drames, en fait, finalement, des tragédies à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Et peut-être au niveau de l'écriture, est-ce qu'il y a un auteur ou un poète? C'est un poète assez moderne, Gaël Barbosa, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Il y a Hélène Delannoy aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Sinon, il y a Rue Picor que j'aime bien aussi. Même, d'ailleurs, son dernier livre, je l'ai trouvé très poignant parce qu'elle aborde des sujets un peu difficiles. Et pour le coup, les lire comme ça, ça parle beaucoup de la femme, des femmes qui se font abuser, etc. Donc c'était assez poignant. Tu En vois? anglais, je crois, non? Oui, c'est en anglais. Je trouve qu'en anglais, en plus, ça c'est encore plus poignant pour le coup. Et quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de romans par contre. Et, Guillaume Musso, même Marc Lévy, j'en ai lu pas mal. La notion de drame, de tragédie, de moment marquant, de tournant, en fait, que ce Bon, soit dans la vie d'une personne ou dans l'histoire en général. exactement. Bon, surtout que je suis une personne qui n'aime pas du tout l'injustice. Lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme? Je vais le lire. Je l'ai dans ma liste. Il faut que je l'achète justement. J'aimerais beaucoup le lire. Lis-le, bah, tu as, Rejet, Injustice, entre autres. Ah, Et tu vas peut-être comprendre des choses chez toi en effet miroir avec cette blessure, du coup. je vais l'acheter de ce pas. Je le commande maintenant, bouge pas. Est-ce que tu peux nous partager pour clôturer cet épisode une citation ou une partie de texte qui fait écho à ton histoire que tu as produite et qui a marqué ton début de carrière? Ouais, en fait, j'ai écrit: «Ce n'est pas parce qu'on a commis des erreurs qu'on n'a pas le droit au bonheur». Bon, ça peut être, très mal interprété cette phrase aussi si on pense à des erreurs gravissimes de gens, voilà, qui ont fait des grosses bêtises, rien à voir avec ce que j'ai fait, hein. Mais en tout cas, pour moi, elle me parle et je trouve qu'elle définit bien, mon parcours. J'ai fait quelques erreurs, mais j'ai aussi droit au bonheur et aujourd'hui ça va, je suis très Je te contente. remercie infiniment pour nous avoir fait rentrer un peu plus dans ton intimité. Je te laisse le mot de la fin si tu as des choses à dire à ta communauté. C'est le biais aussi de t'exprimer avec la voix et pas seulement avec les mots. C'est vrai. Pour moi qui ai plus l'habitude de m'exprimer, justement que par les mots, même je me montre pas trop en story ou en post. Je suis assez, en retrait. Mais en tout cas, bah, si je devais dire quelque chose, c'est merci beaucoup parce que si je vis, toute cette belle aventure en plus depuis pas mal d'années parce que je compte toujours l'époque Skyblog. D'ailleurs, je suis très triste que les Skyblogs soient retirés, cet été, donc je vais essayer de les sauvegarder. Mais merci beaucoup parce que en fait, même si moi j'ai reçu beaucoup de messages, qui me disaient que mes phrases vous parlaient, qu'elles vous aidaient à voir les choses différemment, ben, sachez que vous aussi, vous m'avez beaucoup aidé à voir les choses différemment, à tenir quand ça n'allait pas et vous m'avez apporté beaucoup de joie parce qu'avec mes 2 livres, ben, j'aurais jamais cru sortir 2 livres, 2 recueils de poésie et je vous remercie pour ça, pour le soutien et pour tout le reste. C'est vraiment un beau message d'amour. Quels sont les 2 livres, les titres? Comme ça, on peut les retrouver sur Amazon si on souhaite les retrouver. Bien sûr. Alors le premier c'est Billet doux et le second c'est Alter Ego. Très bien, Voilà. donc vous savez où aller pour retrouver Anaïs. Sinon, c'est Anaïs Larry si vous ne la connaissez pas encore sur Insta. À très vite et merci beaucoup, vraiment. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.